L'Afrique centrale. Président Banakani, je vous retrouve pour apprécier d'abord cette rencontre de circonstances qui a eu lieu du côté de Yaoundé entre les émissaires ukrainiens et ceux de Yaoundé. Beaucoup, ils voient une forme de courtoisie diplomatique, même si on n'a pas de manière beaucoup plus précise les tenants de ce rapprochement, alors de cette coopération. On évoque entre autres des possibilités notamment de pouvoir collaborer sur bien des domaines. Mais est-ce qu'on devrait s'arrêter sur le vernis diplomatique pour apprécier notamment cette réunion qui s'est récemment tenue à Yaoundé? Sur la forme, oui. Sur la forme, oui. On est dans la pure diplomatie. On est dans la diplomatie au niveau purement formel, parce que on reçoit les émissaires. Un émissaire vient chez vous, vous le recevez dans la tradition diplomatique, avec les usages et les us. Les usages et les us. Voilà, c'est des vestes, c'est la redingote, c'est les souris bien cadrées, tout ça et comme ça. Alors on a parlé de marathon diplomatique de la délégation ukrainienne qui a commencé par Yaoundé, parce qu'évidemment Yaoundé c'est normal, c'est la charnière géopolitique de l'Afrique centrale. C'est évident, mon cher Fabrice. Et il était donc normal que l'Ukraine commence par Yaoundé dans le cadre de cette offensive. Il est très tôt pour voir ce que ça va donner. Il est très tôt parce que, bon, c'est une démarche. On verra. On parle d'ambassade à ouvrir. Oui, bon. C'est pas encore fait, on verra. Mais il faut comprendre la démarche de Yaoundé qui a reçu les émissaires comme s'inscrivant dans la tradition diplomatique camerounaise, qui est une tradition de non-alignement, il ne faut pas oublier ça, et de neutralité dynamique. Donc, c'est ça la démarche du Cameroun. Simplement, une fois qu'on a fini avec les usages diplomatiques, il y a la réelle politique. Il y a la réelle géopolitique qui est là avec ces réalités. Quelle est cette réalité? C'est une Ukraine qui est dans une dynamique d'internationalisation de sa cause, soi-disant. Mais il faut voir comment est-ce qu'elle procède. Pour ce qui concerne l'Afrique, il est question de contrebalancer l'influence russe de manière fondamentale. Et l'Ukraine procède de deux manières, par un soft power et un hard power. Fabrice. Le hard power, c'est d'assumer un rôle de proxy occidental, dans le cadre de la mise à niveau des groupes terroristes, comme on le voit dans le Sahel, pour ne parler que du Sahel. On le voit dans le Sahel là, les dernières attaques qu'il y a eu dans le Sahel, on la marque et la trace de l'Ukraine. Donc, ça, c'est le hard power. Et il y a derrière ça, Fabrice, ça va de pair avec un soft power consistant à voir ce qu'on fait là, venir à l'Afrique centrale pour parler de diplomatie, qu'on va ouvrir les ambassades. Charlie Kenya a fait un post que je conseille aux gens de lire par rapport aux enjeux les plus vulgaires de cette entre guillemets, Fabrice, offensive ukrainienne. Il faut comprendre que la démarche de M. Zelensky et Kiev, c'est comme je vous ai dit, de passer un message au monde. Comme quoi, il n'y aura la paix nulle part tant qu'il n'y a pas la paix à l'Ukraine. Et que, tenez-vous bien, en matière de hard power, l'Ukraine a les capacités de nuisance. S'il n'y a pas la paix chez nous, nous sommes en mesure de frapper chez ceux qui soutiennent la Russie, avec notre expertise en matière de drones, notre expertise en termes de résilience militaire, notre expertise en termes de détermination, entre guillemets, Fabrice, patriotique. Donc c'est ça la démarche là derrière. Et comme je vous dis, l'Ukraine le montre dans des champs d'opération, que ce soit au Soudan, que ce soit dans le Sahel et un peu ailleurs. C'est la démarche. Mais quand on analyse dans le fond la situation de l'Ukraine, avec une catastrophe démographique liée à la guerre,
ne faut pas être naïf. Tout le monde est contraint à aller au front. Tout à fait. Les femmes sont enrôlées. Non, on est là devant un point, on n'est pas loin du point de rupture, au niveau de la capacité à fournir les troupes aux différents fronts. Donc, il faut intensifier le mercenariat. Il faut intensifier ça. Et quoi de meilleur que d'avoir des ambassades qui vont servir de vitrine. Puisque... C'est quand même contradictoire, président. On voit les États-Unis, avec toute la force financière militaire qui va avec, décider pour le cadre de l'année 2026 de revoir ses effectifs, de réduire ses effectifs en termes de représentation consulaire et autres ambassades. Or, vous avez une Ukraine qui n'a même pas de quoi financer sa guerre, qui vous dit, pour le cadre de l'année 2026, je compte ouvrir 18 missions diplomatiques sur le continent africain. On se demande bien où prendra-t-on un argent pour entretenir ces missions diplomatiques. Donc, et c'est peut-être là où votre analyse prend toute sa force. C'est-à-dire que cette mission diplomatique pourrait, en tant que peut-être confirmation, devenir des centres de recrutement pour le mercenariat international. L'Ukraine n'a pas un problème d'argent. D'autant plus qu'elle est dans une économie de guerre, entre guillemets, mais qui est alimentée, qui est alimentée par l'OTAN, par l'Occident. D'accord. Et si vous considérez que l'Ukraine est un proxy, vous comprenez les enjeux. D'accord. Les Occidentaux utilisent la guerre à l'Ukraine pour terroriser les Africains et nous faire un chantage. Ok, comme vous avez choisi de marcher avec Moscou, nous allons vous le faire, on va vous le faire payer. C'est-à-dire le prix à payer pour collaborer avec Moscou, nous on va l'élever. On va le rendre très cher afin que vous reveniez sur des bons sentiments. Je vous ai parlé de l'Ukraine, des Ukrainiens, comment on dit ça, de la filière, très bien, de la filière ukrainienne dans l'encadrement des terroristes. Fabrice a la capacité à frapper à partir des drones. C'est clair. On sait très bien que la France est en première ligne en Ukraine à cause des enjeux africains. Lavrov nous l'a dit. Sauf si vous avez oublié, Lavrov a été clair. Lavrov a dit aux Africains, le ministre des Affaires étrangères russe, que la Russie a subi des pressions de la part de la France pour obtenir un deal secret sur le dos des Africains. La Russie a rejeté ce deal-là. Donc, et comme c'est vital pour la France, pas seulement pour la France, pour le monde occidental, Fabrice, de contrôler les matières premières et les terres rares africaines, dans un contexte où la Chine contrôle ce marché à 90%. C'est un problème, Fabrice. Je voudrais vous rappeler que ce qui a déclenché la colonisation, c'est que l'Europe s'est trouvée devant un problème fondamental dégagé et posé par son industrie naissante, mon cher Fabrice. Il fallait trouver de la matière première, ce n'est pas nouveau. C'est ça la colonisation. Hein. La colonisation, c'est ça le problème de la colonisation. Ça a déclenché, ça a imposé la colonisation comme étant la réponse vitale, n'est-ce pas, au problème posé par l'industrialisation naissante de l'Europe. Mais on est dans la même démarche. Après les cycles qu'ils appellent les cycles de révolution industrielle, on est à la 4e. D'après les Européens, qui fixent le là à la matière en Afrique, ils vous disent que, Fabrice, pour réussir la fameuse transition écologique là, la transition climatique, ils ne peuvent pas réussir sans le contrôle des minéraux africains. Est-ce que vous comprenez ça? Sans le contrôle des minéraux africains. Or, je vous dis, la Chine fait rage, puisque la Chine même, ces derniers temps-ci, a durci à travers les restrictions, n'est-ce pas, les conditions de l'approvisionnement des Occidentaux, en général, et des Ukraines, au niveau des matières premières indispensables aux technologies de défense. C'est vrai pour l'Ukraine, la même bataille bat son plein avec les États-Unis. Les États-Unis sont dépendants aujourd'hui à ce niveau-là, et c'est quelque chose de vital pour les États-Unis. Diversifier l'approvisionnement, non seulement diversifier, Fabrice, et sécuriser cet approvisionnement en terres rares, pour pouvoir faire face à la concurrence avec la Chine, pour les États-Unis, et réussir les histoires européennes là, de changement climatique. Donc Fabrice, il y a tous ces enjeux-là. Et la guerre d'Ukraine concentre ça. C'est le problème. Allez, concentre ça. Donc, ça c'est des raisons majeures. Voilà une des principales raisons dont l'Ukraine va servir de proxy
et géopolitique et géostratégique pour cette cause-là. L'autre raison, je viens de vous le dire, les ambassades vont simplement servir de vitrine pour recruter les Africains parce que, les Africains, on peut les recruter pour tout et n'importe quoi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a rien d'autre. Mais j'insiste sur le fait que la démarche ukrainienne, elle est faite de terreur, de chantage et qui est masquée par un soft power. Nous avons une expertise qu'on peut vous proposer, on va vous aider à faire avancer dans l'industrie des drones, etc. Nous avons un savoir-faire agricole au niveau du blé, des céréales, etc. Il y a tout ça qu'on met en avant, Fabrice, mais la réalité, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'aujourd'hui, l'Ukraine fait face à un problème très sérieux. Il y a pratiquement plus la population active capable de faire la guerre, Fabrice, diminue à un rythme effrayant. Nous, la nécessité de combler par les mercenaires. Ces mercenaires, on estime que l'Afrique est le meilleur endroit où on peut le trouver. Et quoi de mieux qu'une ambassade, que les ambassades pour servir de couverture. Alors si on peut pas les recruter en Afrique, on peut également être un canal pour les éconduire sur le continent africain quand ils ne servent plus ailleurs, parlant des mercenaires. Mais la question, c'est qu'on puisse évoquer de la pression tout à l'heure. On a vu au plus fort de la pression, notamment occidentale, sur la suite à donner, notamment sur la position du continent africain sur la guerre ukrainienne. On a vu que l'Afrique avait, pour une fois de manière historique, essayé de tenir tête à l'impérialisme occidental. Si on l'a fait hier, en 2022, au plus fort de la crise, est-ce qu'on doit croire que c'est aujourd'hui que l'Afrique va reconsidérer sa position? Il faut d'abord bien relire l'enjeu ukrainien, Fabrice. Ce n'est pas un enjeu ukrainien, c'est un enjeu mondial. D'abord, à cause de la position géostratégique et géopolitique de l'Ukraine par rapport à la Russie. Puisqu'à partir de l'Ukraine, il est question, les pays occidentaux, d'avoir un levier pour faire plier Moscou à tout moment. Quand je dis levier, c'est un mot savant. Il a été question de faire de l'Ukraine une base arrière, militaire, pour détruire la Russie, attaquer la Russie. Évidemment, et tout ça fait quoi? Ça veut dire qu'il s'agit de transformer l'Ukraine en une route géopolitique qui permet d'aller directement à Moscou et frapper Moscou quand on veut. C'est ça l'enjeu de l'affaire. Et au cœur de l'Ukraine se joue, une fois de plus, la continuité. Et vous le dites, on a l'impression que l'avenir de l'Ukraine n'intéresse plus personne, parce que l'Ukraine, c'était quasiment un boulevard pour se rapprocher de la Fédération de Russie. Si tel est le cas, on peut dire qu'on a plus ou moins réussi, mais l'avenir de l'Ukraine est clairement hypothéqué aujourd'hui, en tant qu'État-nation. Mais c'est pour ça que, sur le terrain, il est clair que l'Ukraine, en dehors de la propagande des médias occidentaux, est en train de perdre du terrain énormément. Et la Russie avance. C'est clair et net. Donc le débat n'est pas à ce niveau. Au niveau où on est... Même Kiev n'en est plus épargné. Non, c'est fini. Ça dit que les avancées sont certaines. Il n'y a plus de débat. Donc la propagande ne peut pas remplacer la réalité du terrain, Fabrice. On ne fait pas la guerre sur le plateau. On ne gagne pas la guerre sur le plateau. Il faut être des Occidentaux pour croire qu'on peut changer un rapport de force militaire par les plateaux. C'est fini là. Aujourd'hui sur le terrain, c'est fini. D'ailleurs, il y a quelques jours, Zelensky a demandé une rencontre avec Poutine. Pour discuter. Poutine a dit niet. Tout à fait. Alors qu'avant, ces jours-là, il fallait suivre le ramdam de mensonges proférés par les généraux de plateau dans les médias occidentaux pro-ukrainiens. Donc, moi je vous avais déjà dit que moi, il faut même plus ce genre de débat. Je ne parle plus de ça parce que vraiment, c'est une perte de temps. Mais, c'est-à-dire, il est question pour les occidentaux de préparer la négociation. C'est-à-dire, il faut tout faire pour amener Poutine à la table. Et à la table, évidemment, il n'y aura pas que l'Ukraine. Il n'y aura pas l'Ukraine, il y aura Zelensky, mais c'est un proxy. C'est les Occidentaux qui viendront à la table à travers Zelensky. Deuxièmement, il faut empêcher que la question ukrainienne soit discutée seulement par les États-Unis, entre les États-Unis et le président Poutine. L'Europe veut s'inviter à la table. Il y a tout ça, Fabrice. Et à cette table-là, il y a tout ce que je suis en train de vous dire. L'enjeu ukrainien déplace de très loin le cadre ukrainien. Il s'agit de la continuité ou pas. C'est l'enjeu de la domination occidentale sur le monde. L'épicentre ukrainien est là où on voit la réalité du déclin de l'Occident.
Fabrice, il y a quelques années, il n'était pas possible que le président Poutine décidât d'une opération militaire spéciale en Ukraine. Ouvrez vos yeux. Moi, voilà pourquoi moi je peux plus monter à faire des débats là-dessus, parce que ça fait rire. La décision de lancer une opération spéciale militaire en Ukraine est la démonstration que l'Occident, son déclin est amorcé depuis très longtemps. C'est pas possible hier, Fabrice, ni avant-hier. Et depuis ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? La supériorité militaire russe est indiscutable. C'est un fait. Puisqu'en réalité, sur le front ukrainien, la Russie n'a pas fait à l'Ukraine, ils sont sérieux. Elle a fait à l'OTAN, Fabrice. Et on voit ce que vaut l'OTAN sur le terrain. Le débat, il est là. Alors, face à ça, qu'est-ce qu'on fait? L'Occident veut transformer cette guerre en une guerre asymétrique, en faveur de l'Ukraine, c'est-à-dire son procès ukrainien. C'est-à-dire fouetter la Russie à ses flancs, pour l'amener à discuter, à défaut d'une guerre classique qui ne peut pas gagner. En face, les Russes ont bien compris ça. Et ont démontré qu'ils ont la capacité de gérer ça. Et ils sont en train de le gérer de manière professionnelle, avec une professionnalité qui, Fabrice, qui montre qu'on a affaire à un pays qui maîtrise l'art de la guerre et qui a compris l'enjeu de la guerre aujourd'hui au XXIe siècle. Ça se voit, y compris au niveau du droit humanitaire international, du droit de la guerre. C'est-à-dire que vous comparez la Russie et la sauvagerie occidentale dans ces autres fronts, il n'y a pas de débat. On voit comment la Russie mène cette guerre-là en Ukraine. Donc l'Ukraine elle-même, pour exister, les débris d'Ukraine là qu'on veut conserver pour exister, ce n'est possible que si l'Ukraine fait ce qu'elle est en train de faire là, en se faisant financer par l'Occident, pour faire ce qu'elle est en train de faire là. C'est-à-dire essayer de faire une diplomatie de la terreur. Parce que c'est ça la réalité. Comme je vous ai dit, si vous ne tenez pas compte de nous, il n'y aura pas la paix chez vous. Et le chez vous là, c'est où? C'est l'Afrique qui en matière de sécurité, accuse Fabrice et accumule des retards. Des retards qui permettent ce type de manœuvre en Ukraine, de manœuvre ukrainienne. La réponse diplomatique de l'Afrique, vous avez convoqué tout à l'heure 2022, a été claire. Mais il faut assumer cette position diplomatique. Il faut assumer. Comment on va l'assumer en étant divisé comme on est? Quand l'Ukraine frappe dans le Sahel, ça semble être le problème des pays du Sahel. Mais voilà que on voit très bien que non, ce ne sont pas les problèmes du Sahel, des pays du Sahel. L'Ukraine, pour le compte de ses patrons occidentaux, a une stratégie globale, Fabrice. Et le maillon faible de cette stratégie globale, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. Voilà. Donc, il dit que la nature même de l'État ukrainien devrait faire réfléchir les Africains. La nature même de l'État ukrainien. Et son utilité géopolitique devrait faire réfléchir les Africains. Est-ce qu'on peut se comporter comme ça avec un État, avec le non-alignement, dans le contexte précis de si on prend le cas du Cameroun, si on prend le cas de l'Afrique centrale, jusqu'à où on peut aller avec ça? Où est-ce qu'on peut aller avec ça? Avec un pays comme ça qui ne s'arrête devant rien en ce qui concerne son statut de proxy. Je vais pas revenir, Fabrice, sur le caractère désormais mafieux de l'État ukrainien. Le niveau de corruption qu'on vit en Ukraine a dépassé les limites de la normalité pour devenir, Fabrice, une corruption de type mafieux. C'est de la mafia. On a face à une mafia des armements, mafia de blanchiment d'argent, etc. Et dans lequel, Fabrice, vous avez beaucoup de dirigeants européens de très haut niveau. Hein, les dirigeants français, anglais, tous ces partenaires qui tournent là, Fabrice, on est là devant une nouvelle centralité mafieuse, Fabrice, qui va chercher à se normaliser, comme ce qu'on voit en Syrie. J'ai failli établir le parallèle. Non, mais le parallèle, il est là. Ouais. Il est là. Il est là. Donc, il ne faut pas penser que c'est une affaire comme ça que... Le président qui était hier. Zelensky dit qu'il a un projet. Il a quel projet? La Russie a dit, pas question pour lui... si vous intégrez l'Ukraine dans l'OTAN, c'est une déclaration de guerre. La Russie l'a dit. Et vous voyez comment tous les jours, même ils dansent là, ils font tout la main. Ils n'osent pas franchir. Donc, le projet national ukrainien, cette nation-là, Fabrice,
quelle est et sera sa viabilité. Alors, et on sait que si les choses continuent telles qu'on voit là, ce pays sera défait militairement à terre. Je ne parle pas sur les dispositions de Donald Trump sur la question. Donald Trump, lui, on voit clairement que lui, c'est une affaire que lui veut régler avec la Russie rapidement. C'est-à-dire que lui, pour Donald Trump, il y a le fantasme de Zelensky et ses patrons européens, il y a la réalité sur le terrain. Pour Donald Trump, c'est clair. Donc lui, il dit, voilà mon dialogue. Mais le dialogue entre Donald Trump et la Russie, mon cher Fabrice, les Européens n'y ont pas part. Ils n'y ont pas part. Et je ne vous laisse pas deviner quels seront les contours de ce dialogue-là. Donald Trump va aller là-bas pour discuter des intérêts américains. Comment ça va convertir tout l'argent que Washington a mis là-bas, qui sont des prêts, je vous rappelle ça. Tout à fait. Qui sont des prêts. Deuxièmement, il y a tous ces fonds de pension, BlackRock, ces machins-là, qui ont déjà pratiquement acheté, Fabrice, le sous-sol ukrainien, et tous les actifs qu'il y a en Ukraine, mon cher Fabrice. Mais quel type d'État sera dans l'Ukraine au cours de cette guerre s'achève? Et on ne va pas. Quand on regarde la position de l'Ukraine sur les marchés internationaux, que ce soit sur certains biens comme le blé, tous ces machins-là qu'on sort, il faut voir la nouvelle donne que va créer une issue des négociations entre les Américains et les Russes qui va consolider par exemple la position des structures comme les BlackRock et consorts, ces gens-là. On voit tout ça. Donc il y a d'abord, tout ça doit faire réfléchir les pays africains. C'est pas sûr comment est-ce qu'il faut. Et s'il y a finalement de la constance auprès de ces États africains, c'est-à-dire que si on réussit à maintenir le cap de 2022, est-ce qu'il est clair que pour l'OTAN, il faudra trouver autre chose que peut-être la voie, un soft power qui en fait, vous le dites dans le fond, est une forme qui est teintée également de chantage. C'est-à-dire, on veut dire, ok, un soft power via l'ouverture de certaines ambassades, mais derrière, il y a comme l'épée de Damoclès, une forme de... On tente de faire chanter les États pour permettre effectivement... Il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on peut faire comme diplomatie avec l'Ukraine. Vous n'avez qu'à voir. Les pays africains ont une ambassade, je crois, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Ouais. Elles servent à quoi? À ce que je suis en train de vous dire là. Elles servent à ça. Parce que les faits sont là. Il ne faut pas se dire que... Sauf qu'après, on a l'impression qu'on n'est pas toujours conséquent en Afrique. Non, on n'est pas conséquent parce que, écoutez Fabrice, justement, c'est à partir du moment où l'Afrique n'est pas en capacité de définir non seulement sa doctrine et sa stratégie géopolitique dans le cadre d'une vision panafricaniste des scènes de l'Afrique, elle sera émiettée. Et cette fragmentation va servir les agendas de l'OTAN dans le cadre, je le répète, de la recolonisation du continent. Donc, si on est cohérent, il faut une vision commune, par exemple, de la question du Sahel. Il faut ça. Mais quand vous regardez la question du Sahel, comment se comportent les États africains? Même si on ne soutient pas derrière, et qu'on ne peut pas affirmer une position africaine sur la question, en face, on comprend très bien le message. Que vous n'existez pas géopolitiquement. Vous n'arrivez pas à vous affirmer géopolitiquement. Il faut casser ça. Il faut, en plus de la défense des intérêts nationaux des pays, on ne peut plus continuer comme ça si on n'a pas, Fabrice, une position géopolitique qui soit à la hauteur des enjeux globaux. Et de manière plus régionale, une question comme le Sahel, comme la question du Sahel, il y a des principes quand même. C'est quoi ces pays, cet État africain qui vous disent que nous luttons contre le terrorisme et qu'ils ne sont pas capables de tirer les conséquences comme on voit dans le Sahel? Alors qu'une position commune des Africains, ferait bouger beaucoup les lignes. Voilà, beaucoup de lignes. En tout cas... à défaut de prendre des initiatives, je crois que le contexte aussi pourrait désormais leur imposer un agenda géopolitique beaucoup plus conséquent. C'est d'autant plus qu'on a une masse critique africaine qui veut voir autre chose. Non, la masse critique africaine, ses limites, c'est dans la fragmentation géopolitique du continent. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi? Bon, sur la question du Sahel, on a vu comment l'Union africaine a été bloquée. Lors du sommet extraordinaire à Malabo. On a vu qu'il y avait 2 camps, ça a paralysé l'Union africaine. Ça nous avait réjoui, ça montre qu'il y a des États qui ont dit, bon, ici, là, ça ne passe pas votre affaire, là. Donc, ça montre que l'AES a du soutien. Fabrice, mais une position, mais la fragmentation n'est pas une démarche géopolitique.
l'unité africaine, la vraie, en dehors de ce machin qu'on appelle l'Union africaine, l'unité africaine commande que l'intérêt de tous les pays africains la fabrique, c'est la définition d'une stratégie géopolitique commune du continent. Ça, c'est vital, hein. Ça suppose une transformation de l'Union africaine. Parce que cette qu'elle est là, elle ne travaille pas pour l'Afrique, ce n'est pas l'organisation africaine, je l'ai déjà dit. Elle n'est africaine que de nom. Ouais. Voilà. Deuxièmement, Fabrice, vous voyez que les sous-régions aussi, les régions, les sous-régions, sont vampirisées par l'Union africaine. On a vu la CEDEAO sur la question du Sahel. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la catastrophe. Donc il y a tout un travail à faire à ce niveau-là pour déboucher sur une vision géopolitique. C'est vital. Parce que s'il y avait une vision géopolitique africaine, l'Ukraine n'aurait même pas fait ces histoires-là. L'affaire serait réglée. C'est pour ça que les Européens ont intérêt à fragmenter le continent. Là, il revient aux Africains de dépasser cette fragmentation. Ce n'est pas la Russie qui nous aidera à le faire. Ce n'est pas le rôle de la Russie. C'est aux Africains de réaliser ça. Et les conditions sont en train... les conditions aujourd'hui sont favorables. En fait, sont favorables. Bon, en attendant, on salue le fait que jusqu'à présent, il y a une position africaine qui s'est imposée. Ils se sont démarqués. Ça n'a pas été ce qu'on a vécu les autres fois. Sur la question ukrainienne, on a salué une grande avancée au niveau de l'Afrique, où il n'y a pas d'alignement derrière l'Occident. C'est un fait. Mais cette position ne suffit pas. Si vous avez une position fixiste qui n'est pas dynamique dans le cadre d'une géopolitique bien élaborée, vous reculez. Alors que... Vous reculez parce que la situation, elle est dynamique. Oui, après, voilà. il y a aussi la carte électoraliste qui est jouée sur le continent africain. Ça fait quoi? On n'a plus peut-être Macky Sall pour le cas du Sénégal. On a nos panafricanistes de gauche qui sont là. On n'a pas... Même si on revendique un tout petit peu le discours panafricaniste, mais il est clair que cette carte électoraliste peut également... On ne va pas revenir là-dessus, Fabrice. On connaît le Sénégal. On connaît la position du Sénégal. Là, le Sénégal, c'est l'amour de l'occidentalité au niveau de la géopolitique. On connaît, on ne va pas faire comme si. Des pays comme le Sénégal ne peuvent que s'aligner, que c'est une dynamique puissante qui gagne sur le continent. Là, ils n'auront pas le choix. Ça se voit d'ailleurs, les ambiguïtés de la diplomatie sénégalaise sur le dessus du Sahel montrent que le Sénégal a un problème d'identité qui l'amène à louvoyer, Fabrice, à louvoyer sur le dossier. La dernière visite de Diomaye au Mali, il se passe des commentaires. C'est compliqué. À cause d'abord de la structure diplomatique du Sénégal, comme je l'ai dit, qui était une structure de sous-traitance de la géopolitique occidentale sur le continent. On ne peut pas l'espoir que le Sénégal va avancer. On ne peut pas l'espoir, mais ils ne sont pas les seuls en Afrique. Beaucoup de pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, beaucoup de pays africains sont dans cette logique-là, d'autres sont mi-figue, mi-raisin, etc. Donc, c'est la réalité du continent. Le panafricanisme a fait bouger énormément les lignes. C'est clair, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais ce travail doit s'approfondir. Il faut, je l'ai dit, une nouvelle accélération du panafricanisme sur le continent. Ça vient, ça arrivera. Et ça doit venir d'Afrique centrale. Bon, la dynamique est en cours. Et c'est ça que les Ukrainiens veulent anticiper. Et derrière l'Ukraine, il y a l'Occident. Aujourd'hui, la France, les Occidentaux, cherchent beaucoup de proxys. Ils aiment les États proxys, derrière lesquels ils vont se cacher pour qu'on ne les voit pas directement. C'est le cas du Maroc et d'autres pays africains, j'espère qu'ils sont dans cette dynamique-là. La Syrie, en tout cas, est un exemple très récent qui nous montre comment est-ce qu'on peut essayer de manœuvrer derrière un État pour véritablement... Il faut être plus clair. La Syrie, c'est le modèle d'État qu'on veut créer à partir du terrorisme. Président, c'est ça. C'est grave, président. C'est grave comment? C'est pas devant toi. C'est vrai qu'on a déjà... C'est le modèle d'État. C'est ça. C'est le projet qu'ils ont pour les pays du Sahel, ne rêvez pas. C'est le projet qu'ils ont. Et ils veulent de ça en Afrique. C'est ça qu'ils veulent. Attention. Il y a des terroristes désormais en costard, oui, comme celui-là. Un monstre. Regardez ce qu'est devenu la Syrie. Israël a son morceau, la Turquie a son morceau, l'Amérique a son morceau. C'est ça le type d'État qu'ils veulent. Donc quand on place un criminel, un terroriste, qu'on a mis en veste, et à qui on a appris à raser là-bas, il vient faire ça. Il est là, mais il ne peut rien dire à Israël, il ne peut rien dire à la Turquie, il ne peut rien dire à Washington. Il vaut quoi? C'est un terroriste habillé en veste. Je répète, c'est un terroriste habillé en veste. Il continue le terrorisme au niveau de la position du président.
Hier, c'était un terroriste qui tuait, assassinait et qui avait sa tête mise à prix par Washington, M. Fabrice. Où est passée la mise à prix? Elle est passée où? On a mis ça sur le boisseau. On n'a pas annulé, hein. On a mis ça sur le boisseau, on lui a envoyé la copie. On avait la liste qu'à tout moment, s'il désobéit, les Américains n'ont pas d'état d'âme. On va ressortir ça. Donc vous avez un terroriste qui est habillé en veste, mais qui en réalité fait du terrorisme à la présidence. C'est ça le problème. Puisque le résultat, ça a été quoi? Israël a pris le Golan. Tout à fait. La Turquie gère sa... Avec ses Kurdes. C'est Kurdes tranquille. Tranquille. Les Américains pillent le pétrole, continuent à piller le pétrole syrien depuis. Et le monsieur, il est là. Son rôle, c'est de servir d'interlocuteur apparent. C'est le projet qu'ils ont dans le Sahel. Fabrice, vous avez oublié la Libye? Non. La Libye, c'est quoi aujourd'hui? Les États-Unis viennent de reprendre de manière officielle du côté de la Libye. On veut bien savoir quel élément nouveau apporteront les États-Unis d'Amérique dans le cadre de la pacification. Ils vont venir simplement dire que bon, vous voulez l'unité, faites l'unité sur notre coupole. C'est tout. Vous voulez l'unité apparente, mais on nous allons donner tout ce qu'on veut. Mais ça dérange qui? Depuis que Kadhafi est tombé là, assassiné, ça dérange qui? Ça ne dérange pas, c'est nous que ça dérange. Parce qu'en même temps, aujourd'hui, en Syrie, le voyou qui est à la tête de la Syrie là, vous croyez qu'il va déranger les terroristes? Au contraire, ils auront une couverture officielle maintenant pour opérer. On va normaliser la formation de terroristes. La Libye, c'est quoi? Puisque le problème, c'est un problème libyen. Les différentes parties ne réussissent pas à s'accorder. Non, arrêtez ça. Ne répétons pas de bêtises, même si vous faites la pédagogie comme vous le faites. C'est un projet, sauf pour les naïfs qui n'ont pas de culture géopolitique. Le président Déby, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il leur a posé la question. Il a dit qu'on vous a demandé c'est quoi le service après-vente, avec son langage direct qu'il avait là. Mais les gars n'ont pas répondu parce que le projet était qu'il n'y aurait pas de service après-vente, justement. Mais c'est la géopolitique du chaos, Fabrice. Parce que comme au Soudan, il faut soudaniser le Sahel. Et c'est terminé pour l'Afrique. C'est pour ça que c'est une guerre de vie ou de mort, comme même contre la Russie. Parce qu'on dit, mais toi tu viens, tu as un trouble fait, qu'est-ce que tu viens faire dans l'autre affaire? Tu as un trouble fait, tu veux nous embêter ici. Et on va faire payer aux pays africains le fait d'avoir levé la tête, etc. Mais bon, c'est peine perdue, hein, Fabrice. L'Occident peut courir derrière son passé, continuer à agiter les anciens chiffons stratégiques, mais